bien, bonsoir à chacune et à chacun. Très heureux de vous retrouver parmi nous, avec nous, pour cette conférence. Cette conférence qui a été annoncée comme devant être assurée par Nathalie Deschriver. Et c'est bien pour cette conférence que vous êtes inscrit. Malheureusement, Nathalie Deschriver nous a fait part d'une impossibilité de dernière minute pour elle à pouvoir intervenir ce soir. Et donc, nous avons un petit peu changé de fusil d'épaule, ce qui explique un petit peu cette configuration. Vous nous voyez là à 5 en caméra. Alors, quelle a été notre idée pour pallier l'absence de Nathalie? Tout simplement, c'était. Alors, Nathalie devait intervenir sur les fonctions, les rôles, les compétences des tuteurs à distance. Et donc, il nous a semblé intéressant plutôt que de redonner la parole à un seul conférencier, de transformer cette conférence en une table ronde. Alors, durant cette table ronde, on va essayer d'échanger sur un certain nombre à partir d'un certain nombre de questions qui vont nous permettre justement de mettre en exergue les fonctions, les compétences des tuteurs à distance. Alors, comme il nous semblerait peut-être intéressant s'il y a une personne ou éventuellement deux personnes qui, dans l'assistance, assumeraient des tâches de tuteur ou de tutrice, de pouvoir les convier à venir à la tribune. Et alors pour ce faire, s'il y a des candidats, je vais leur demander de lever la main. En dessous à gauche, dans les options personnelles, vous avez une première icône, c'est une main. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent venir s'exprimer sur ce que sont que les fonctions et les compétences qu'elles mettent en œuvre dans leur pratique de tutorat à distance, c'est avec grand plaisir qu'à ce moment-là, je leur donnerai les droits de micro et de caméra pour pouvoir échanger avec nous. Donc je laisse quelques instants aux personnes qui le souhaiteraient euh, pour se manifester. Bon, alors manifestement, il n'y a personne pour l'instant. Euh, S'il y a Jean-Paul Moirot qui lève la main, mais Jean-Paul Moirot, il est déjà avec nous. Donc, Patrick Lemaire. Patrick Lemaire, oui. Eh bien, Ok, écoutez, c'est oui. avec plaisir. Vous nous dites que vous n'avez jamais été tuteur, mais que vous avez déjà encadré, je suppose, des apprenants. Très bien, Patrick. Alors, je vous donne les droits de caméra, de micro. Il va falloir que sous options personnelles, vous cliquiez sur l'icône caméra et l'icône micro. Elles sont grises actuellement, il faut qu'elles soient orange. À ce moment-là, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir au milieu de votre écran, qui est une demande d'autorisation. Et bien tout Allô? simplement, vous autorisez. Oui, Patrick, on vous entend très bien. Est-ce que vous avez une D'accord, je caméra pensais qui qu'il fallait fonctionne? confirmer. Voilà. Oui, mais j'ose pas trop, je suis timide. Vous êtes timide? Bon, ben, c'est pas grave. Dans tous les cas, on pourra échanger de vive voix. Alors, eh bien, donc nous avons préparé un certain nombre de questions, et peut-être la première d'entre elles, sur laquelle on va pouvoir s'exprimer les uns et les autres, c'est finalement qu'est-ce que c'est que votre définition du tutorat à distance? Et plus précisément, on pourrait s'interroger sur la manière dont on situe le tuteur à distance par rapport aux autres acteurs de la formation à distance. Alors en formation à distance, il y a de nombreux rôles, hein, bien sûr. Il y a des concepteurs, des chefs de projet, on a des experts de contenu, on a des professeurs, mais avant même peut-être les professeurs, avant qu'ils n'interviennent, on a besoin de médiatiser les ressources. Et donc ça veut dire qu'on a besoin de techniciens aussi. Alors finalement, quelle est la particularité du tuteur à distance parmi tous ces rôles-là? Alors, qui veut commencer? Esther, peut-être? Tu es la seule femme. Alors, vas-y, je te laisse la parole. Ah bon, en quoi le fait que je sois la seule femme a un rapport avec Oh, commencer tu la sais, ça, discussion? c'est les vieux réflexes franco-français. On a Ok, encore ok, une petite bon, ok. Le galanterie. coq Ah, pas gaulois, toujours, mais quoi, hein, bon. bon. Voilà, Ah, ouais, le ouais, coq ouais. gaulois de sinistre réputation, oui. Alors, Alors, alors ce que je dirais, Je précise qu'Esther est tutrice à la Téléuniversité du Québec. Voilà.
Ouais, je t'ai volé ta Voilà, je présentation. suis pas grave, même c'est bien parce que je l'aurais pas dit moi-même. Alors, OK, Jean-François a pris une tête de chat, ça lui convient bien, oui. Alors oui, alors, oups, alors je suis tutrice à la TELUC depuis 1991, ce qui fait que j'ai vécu la révolution informatique. Ok, je suis passée du téléphone et du crayon et du papier au courriel, au site web et bon, tout ça. Pour répondre à la question qui est posée, euh, en ce qui concerne mon expérience de la TELUC et ce que je connais des universités qui offrent une formation à distance, les tuteurs ne sont pas des chefs de projet concepteurs. On ne, on ne conçoit pas le cours, on le reçoit. Parfois, le professeur va nous consulter, mais habituellement non. On va le rencontrer pour discuter de la matière. On n'est ni professeur, ni médiateur, ni technicien. Alors, on serait, d'après moi, expert de contenu, mais avec plusieurs autres fonctions à l'intérieur de celle-là. Par exemple, encadrer les étudiants, répondre aux questions, et pas seulement aux questions de contenu, expliquer les délais auxquels ils ont droit. Vraiment, là, ça rejoint toute une panoplie d'interventions auprès des étudiants. Mais la manière dont la question est formulée, le seul endroit où je crois je pourrais insérer toutes ces fonctions serait expert du contenu. Ok, bah merci beaucoup Esther. On va Mm. donner peut-être la parole à Patrick. Oui. Donc, comme je disais, moi, j'ai pas été tuteur directement, mais j'en ai encadré. Alors, j'ai encadré non pas des étudiants, mais des tuteurs. Donc, c'est-à-dire D'accord. qu'on a eu euh, comme retour, c'est le campus numérique Force, campus en Ouais. sciences de l'éducation, dans lequel on avait un système de tutorat par niveau et un système de ce qu'on appelait un super tuteur, une organisation un peu horizontale, dans laquelle on avait un tuteur expert sur les questions de tutorat et qui était donc chargé de à la fois d'animer l'équipe de tuteurs et aussi de répondre à un niveau au-dessus et donc de servir d'entonnoir entre guillemets vers les équipes, les autres acteurs qui ont été cités là. Donc D'accord. c'est pas une organisation qui est classique, mais en tout cas ça a plutôt bien fonctionné avec toujours le périmètre du tuteur comme à la fois pas un expert matière, mais en tout cas quelqu'un qui connaît les disciplines enseignées, mais qui justement n'empiète pas sur son rôle. Donc il garde quand même un certain recul par rapport aux supports qui sont proposés, mais qui connaît bien ces supports. Donc un petit peu la délicatesse du rôle du tuteur qui n'est pas l'expert matière à proprement parler, mais qui doit quand même pouvoir aider, guider l'apprenant qui est un peu égaré. Donc à chaque fois, ce sont des dispositifs qui sont ajustés parce que c'est vrai que les groupes d'apprenants ne sont pas les mêmes d'une année sur l'autre. Et bien évidemment, on a les mêmes comportements à distance qu'on peut avoir en présentiel, c'est-à-dire des hypercommunicants et puis des étudiants un peu fantômes. Donc tout Mhm, ça, ouais. c'est ajusté en permanence. Mais bon, je pense que ça, vous connaissez bien. Merci Mhm. bien, Patrick. Alors, peut-être une petite précision logistique, hein. Lorsque vous ne prenez pas la parole, les uns et les autres, je vous invite à couper votre micro parce que parfois on a des bruits de fond et c'est un peu gênant. Bon, Patrick avait un bon son, donc on l'a entendu clairement. Je relaye déjà une première question de Thomas qui nous demande, qui te demande, Esther, comment sont Ouais. résolues les difficultés techniques des apprenants. Alors, c'est très simple. Je les réfère au support technique de la TELUC. Alors, c'est le service de soutien technique aux étudiants qui est ouvert tous les soirs de la semaine, je crois, jusqu'à 22 heures et la fin de semaine aussi, je crois, jusqu'à 19 heures. Donc, les étudiants, d'abord, normalement, le savent. Ils ont reçu dans la documentation, mais parfois ils s'en souviennent pas, mais ils ont reçu dans la documentation comment et pourquoi contacter le service de soutien technique. Et quand ils n'y pensent pas, ben c'est moi qui leur rappelle. Parce que je n'ai pas la compétence et peu de mes collègues tuteurs ont la compétence. Et en plus, nous travaillons à la maison. Donc, nous avons
aucun contrôle. Nous ne sommes pas sur les lieux physiques de la TELUC. Donc, on ne peut pas dire, ben, je vais aller arranger telle chose, ou je vais faire telle manœuvre, ou je fais. Nous n'y sommes simplement pas. Bien Alors sûr. voilà, c'est ma réponse. Très bien. Donc, on peut dire hein, que déjà là, tu mets en exergue le fait que le tuteur n'investit pas forcément tous les plans de support à l'apprentissage, pourrait-on Mm. dire, mais qu'il peut être secondé par d'autres personnes, ou alors on pourrait considérer qu'il y a plusieurs types de tuteurs. Par exemple, un tuteur technique qui est dédié, comme c'est le cas. Bon, ils les appellent peut-être pas tuteurs d'ailleurs, hein, mais ils Non, assurent parce des qu'ils fonctions tutorales sur le plan technique. mais en fait, ils vont pas vraiment. Ben, oui, ça pourrait être tutoral. Tu sais, c'est qu'ils vont régler le problème ou ils vont C'est dire à ça. l'étudiant, ben tu pèses sur tel piton, tu fais, et voilà, ça va être réglé. Tu sais. Et mais là, le rôle d'un tuteur, comme moi je le suis, va consister à diriger l'étudiant vers la bonne ressource. Mhm. Tu Alors sais. justement, ça nous permet d'enchaîner hein, sur notre seconde question. Bon, il est demandé de nombreuses compétences aux tuteurs, hein, et habituellement, on les classifie sur quatre plans: le plan cognitif, le plan socio-affectif, le plan motivationnel et le plan métacognitif. Et donc, on pourrait se Mhm. demander effectivement, pour poursuivre hein, sur ce début d'échange, si un tuteur à distance doit forcément investir ces quatre plans de support à l'apprentissage avec l'ensemble de ses contenus, hein, ou si il ne peut pas y avoir un système tutoral où il y aurait plusieurs tuteurs euh, dont les périmètres d'intervention seraient circonscrits à tel ou tel plan de support à l'apprentissage. Est-ce que ça fait référence à certains de vos vécus? Je sais pas, je vais peut-être passer la parole à Jean-Paul. Oui, vous m'entendez? Très bien, Jean-Paul. Oui. Très bien, Jean-Paul. Oui, alors je crois que ta question amène deux types de réponses. Euh, Théoriquement, on pourrait concevoir un dispositif avec plusieurs types de tuteurs. Ça me paraît être même la solution la plus logique. Mais on peut opposer à ce type d'argument théorique au moins là aussi deux éléments. Un, est-ce que ça risque pas de perturber l'apprenant d'avoir une quantité de tuteurs? Moi, par expérience, j'ai eu le sentiment que s'instauraient des relations, sinon d'amitié, mais en tout cas de proximité entre le tuteur et les apprenants. Alors, à multiplier les tuteurs, est-ce qu'on risque pas d'ajouter de la confusion dans les repères? Et puis, deuxièmement, un élément beaucoup plus économique. Il est difficile de parler de formation en ligne sans évoquer l'aspect économique. Qui dit un tuteur dit un salaire, qui dit deux tuteurs, trois tuteurs, deux salaires, trois salaires, et on retombe sur des éléments économiques. Et on sait très bien que pour des raisons d'emporter les marchés, on a tendance à évacuer la notion du tutorat, ce qui permet, tu me confirmeras Jacques, d'économiser au moins 25%, mais qu'à un moment donné, l'expérience prouve qu'après, à l'usage, il faut des tuteurs. Donc je pense que oui, pour avoir plusieurs tuteurs d'un point de vue théorique, mais dans la pratique, à la fois l'aspect relationnel et puis l'aspect économique, bon, serait tenté de dire que ça invalide l'affirmation première. Ok, Jean-Paul. Jean-François, tu rebondis sur ce que vient de nous dire Jean-Paul? Oui, éventuellement. Euh, Moi, je suis d'accord hein, pour éviter de démultiplier trop le personnel qui va se charger de la formation en ligne, sachant qu'il est toujours plus compliqué de se faire à 5 personnes qu'à une. Bon, maintenant, effectivement, si on s'entend pas avec la seule personne qui est disponible, ça va pas nous aider à suivre un cours en ligne. Bon, pour autant, en général, on fait en sorte de mettre des gens sympas en ligne. La preuve Jacques, regardez-le. Et donc, si effectivement il fallait un tuteur pour l'aspect cognitif, un tuteur pour l'aspect affectif, un autre pour l'aspect motivationnel, on s'en sortirait pas. Et comment ferait-on pour cloisonner? Comment pourrait-on juste rester dans un seul registre? Ça me semble pas possible. Mais par contre, effectivement, pour un tuteur,
qu'il soit formé à comprendre ces quatre aspects et à partir de quand il intervient dans un aspect plutôt qu'un autre, ça c'est important. Donc dans la formation du tuteur, oui. Dans le cloisonnement pour plusieurs tuteurs, non. Voilà ce que éventuellement je pourrais dire pour rebondir sur l'intervention de Jean-Paul. Tu voulais rajouter quelque Et chose, si je... Jean-Paul? J'ai vu que tu avais levé la main. Non? Non. Vas-y, Oui, oui. Esther, je t'en prie. Euh, Ah si, Jean-Paul voulait rajouter quelque chose. Vas-y. Oui, bon, pour manier la métaphore et puis pour compléter ce que disait Jean-François, je crois que le tuteur, on pourrait le comparer au couteau suisse de la pédagogie. C'est ce que je viens de tweeter. Et au final, c'est quelqu'un qui est C'est multicompétent vraiment ça. en une personne. On va avoir ce que disait Esther, la personne qui maîtrise au moins la matière de façon assez forte, mais qui est ensuite capable de répondre à la fois à des éléments techniques, à des éléments plus socio-affectifs, hein, ce sentiment de solitude dans le numérique, à la fois de relancer lorsqu'il est besoin, de répondre lorsqu'on est sollicité, et puis ces éléments motivationnels et métacognitifs. Je pense que le métier de tuteur, c'est avoir en même temps toutes ces capacités. Et c'est vrai, Jean-François nous montre le couteau suisse, et il faut ouvrir telle lame. Ah, nous avons Oups. perdu Jean-Paul. Alors, il va revenir certainement. Et ça, c'est le risque de la connexion Wi-Fi. Donc je suis désolé, je pense Ok. que c'est mon couteau suisse qui l'a pas supporté. C'est ça. Le couteau suisse a coupé la connexion. Ah, revoilà Jean-Paul. C'est pas le couteau suisse, c'est le bonhomme qui a appuyé sur la mauvaise touche. Très bien. Tu voulais ajouter quelque chose alors? Non, tu finissais sur le couteau suisse avec l'illustration frappante de Jean-François. Patrick, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce thème-là? Comment ça se passait par exemple dans Force? Ah, c'est pas forcément l'exemple de force que je voudrais reprendre, mais c'est peut-être un thème que vous aborderez plus tard. C'est justement de clairement définir le rôle du tuteur, parce que parfois le tuteur lui-même ignore quelle est sa place dans le dispositif. Parler d'une charte de tuteur, par exemple. Et puis bien souvent, l'institution ignore aussi ce rôle. Si je parle de mon université, c'est qu'elle sait qu'il faut des tuteurs, parce que c'est un mot qui maintenant commence à peu près à rentrer dans les représentations communes. Par contre, elle ne sait pas ce qu'est réellement un tuteur. Donc, bien souvent, en fait, elle embauche des gens et finalement, elle ne cadre pas, enfin, elle ne cadre pas les fonctions et les périmètres de ces personnes-là. Et si du coup, par au-dessus, la structure ne vient pas leur donner leur périmètre, eh ben, on a potentiellement un tuteur qui sera très fantomatique, donc payé entre guillemets grassement, on va dire. Et puis d'autres tuteurs hyperactifs qui vont certainement déborder de leur périmètre, au final être contre-productifs parce qu'ils vont entre guillemets dérouter l'étudiant par rapport à son rôle, enfin au rôle qu'il devrait occuper réellement. Donc tout ça, ça demande vraiment un cadrage avec une charte de tuteur pour, en tout cas que le tuteur puisse lui-même déjà se repérer. Très bien, bah merci Patrick. Alors, je vais sortir un petit peu de mon rôle d'animateur de cette table ronde et pour prendre parti parce que moi, je suis pas vraiment d'accord avec tout ce qui vient d'être évoqué. Donc, ça va nourrir un peu le débat. Euh, bon, alors, repartons du couteau suisse. Moi, j'ai appelé ça, j'avais une autre métaphore, j'ai appelé ça le tuteur orchestre, ouais, le tuteur homme orchestre. Vous avez déjà vu ces gens qui ont, on voit ça souvent dans des foires ou parfois dans des émissions de Mhm. télé, qui jouent 36 000 instruments qu'ils portent eux-mêmes. Euh, ben, le résultat est quand même pas toujours de la très 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 bonne musique, quoi. Hein. Sans parler de grande musique, c'est quand même pas toujours extraordinaire. Et moi, je pense qu'effectivement, les compétences qui sont demandées aux tuteurs sont extrêmement variées et qu'il est bien difficile de trouver une personne qui soit absolument compétente, on va déjà dire, sur le contenu de la formation, qui en même temps
a un goût, une appétence et des qualités relationnelles qui vont faire qu'elle va rentrer en contact aisé avec les apprenants, qui plus est à distance, qu'elle va donc investir ce plan socio-affectif, mais qu'elle va aussi avoir de bonnes connaissances sur les ressorts motivationnels, et puis donc pouvoir agir sur la motivation des personnes, et puis aussi être capable d'amener l'apprenant à porter un regard réflexif sur son parcours d'apprentissage et donc d'investir ce fameux plan métacognitif. Alors, je crois qu'on cherche un peu le mouton à cinq pattes et il n'est pas facile à trouver. C'est ce que nous disait Patrick aussi, quand il disait que il faut arriver à bien définir le rôle. Et là, il y a une responsabilité de l'institution qui malheureusement est parfois délaissée. Cette responsabilité est délaissée. Et donc on trouve des personnes, mais il est bien rare de trouver des personnes qui ont toutes les compétences qui seraient souhaitables pour faire face à la grande variété des besoins de support à l'apprentissage des différents apprenants. Alors, je vais d'abord répondre aux quelques objections de cette figure d'homme orchestre ou de couteau suisse. Jean-Paul nous a dit on va perdre les apprenants. On va perdre les apprenants si on leur donne plusieurs interlocuteurs. Bon, je dirais que c'est peut-être pas. On peut faire une énorme confiance dans la capacité des apprenants à pouvoir gérer plusieurs contacts. Je crois que à partir du moment où on présente de manière extrêmement claire aux apprenants qui est en responsabilité d'intervenir auprès de lui pour l'aider sur tel plan ou sur tel autre plan. Bien sûr, il ne s'agit pas. Esther, il faudrait que tu coupes ton micro parce que ça fait un bruit d'enfer. Et là, il ne s'agit pas de rester au niveau des grandes définitions, comme on peut le voir là dans cette petite illustration, mais de manière très concrète, voilà, il y a un problème particulier, qui va s'en charger? Alors, ça c'est, il s'agit vraiment, à mon sens, de donner de la visibilité aux apprenants sur les personnes, ressources qu'il a à sa disposition. Alors, se posait la question économique aussi. Jean-Paul a posé la question économique. Eh bien, il n'est pas forcément beaucoup plus onéreux, voire même moins onéreux, de recourir à plusieurs tuteurs à partir du moment où ils sont plus spécialisés. Alors, prenons le tuteur technique, puisqu'on a évoqué cette question tout à l'heure. Eh bien, avoir et rémunérer un tuteur technique dans chacun des dispositifs pour une institution qui en diffuse plusieurs, c'est intenable financièrement. Par contre, mutualiser entre ces différents dispositifs une seule personne spécialisée dans le soutien technique, eh bien là, on va faire des économies d'échelle. Alors ensuite, il y a, et ça on peut le voir notamment à la Téléuniversité du Québec, il y a une grande variété de supports à l'apprentissage. Il y a le tuteur, mais il y a aussi un tuteur programme qui va suivre l'étudiant pendant tout son parcours. Qui ressemble un petit peu au tuteur de tuteur dont nous a parlé Patrick, ou du coordonnateur de tuteur dont nous a parlé Patrick. L'apprenant étant en difficulté peut-être avec un tuteur va pouvoir éventuellement se retourner vers ce coordonnateur ou ce tuteur-tuteur. Donc, autre chose. Par rapport à cela, à cette variété pour laquelle moi je milite plutôt, je vais vous donner simplement un exemple. Dans le master MFEG de l'université de Rennes 1, qui forme des futurs chefs de projet e-learning, nous avons défini 6 profils de tuteurs. Pas 2, pas 3, il y en a 6. Alors on a un tuteur programme. Je l'ai donné la définition tout à l'heure. Il assure le suivi de l'apprenant pendant tout son cursus universitaire. Et puis, on a des tuteurs courts. Le tuteur court
à Rennes, c'est aussi le professeur, c'est-à-dire que c'est celui qui a créé les ressources, qui diffuse, qui assure les classes virtuelles aussi, mais il est là aussi pour apporter un soutien aux apprenants sur le plan cognitif, la plupart du temps, ou méthodologique, lorsque ceux-ci en ont besoin. Et ceci uniquement pour la durée de son cours. Mais on a aussi un tuteur technique. Tuteur technique qui est d'ailleurs, qui s'occupe pas seulement du master MFEG, mais d'autres diplômes aussi, enfin, qui apporte du soutien à des apprenants d'autres diplômes de l'université. Et puis, on a du tutorat par les pairs. C'est-à-dire que nous avons des anciens étudiants qui assurent une partie de, de l'aide demandée par les nouveaux étudiants. Et puis, les nouveaux étudiants eux-mêmes peuvent s'apporter du soutien. Donc, c'est une autre forme de tutorat par les pairs. On a aussi un tuteur stage qui aide non seulement l'étudiant à trouver son terrain de stage, mais va le suivre aussi durant la réalisation de ce stage et puis la production de son mémoire. Le sixième m'échappe, mais vous pourrez retrouver ça dans la littérature, sur le blog de TAD notamment, où j'ai décrit cela de manière complète. Eh bien, on s'aperçoit que le tuteur programme, je reprends là sur l'aspect économique, le tuteur programme, c'est le responsable du diplôme la plupart du temps, ou un des responsables du diplôme. Il est déjà salarié par l'université, ça fait partie de sa charge de travail. Les tuteurs cours, eh bien, ce sont des enseignants. Ils sont payés pour une prestation à l'intérieur de laquelle le tutorat est compris. Les tuteurs pairs, par définition, ils ne coûtent rien. Les tuteurs projets, les tuteurs stages sont rémunérés selon un forfait. Et donc on s'aperçoit que ce n'est pas la variété des tuteurs qui renchérit le coût du tutorat, mais à mon sens, plutôt justement l'émergence d'un tuteur unique, d'un tuteur homme-orchestre, qui a souvent la préférence de l'institution, pour pas mal de raisons. C'est qu'elle se décharge complètement de la qualité du tutorat sur cette personne-là. Et donc, moi je pense qu'il est difficile pour un tuteur, et je finirai là-dessus, d'avoir toutes les compétences. Bien sûr qu'on peut le former pour qu'il en acquiert et qu'il puisse intervenir sur de nombreux plans, mais il y a aussi la question de la définition du périmètre d'intervention du tuteur. On peut là soit définir de manière très délimitée les champs d'intervention d'un tuteur et ne pas accepter de tuilage entre les différents tuteurs, ou accepter un tuilage de compétences et donc d'intervention entre les différents tuteurs. Et là, on offre à l'apprenant une possibilité qu'il n'a pas autrement, c'est-à-dire de pouvoir choisir la personne qu'il va solliciter. Et bien évidemment, à partir du moment où vous avez plusieurs tuteurs, ça nécessite une coordination. Et donc là, je pense qu'on retombe un petit peu sur ce que nous disait Patrick tout à l'heure. Il y a besoin effectivement de créer du liant et puis aussi que les tuteurs se passent des informations pour mieux servir et mieux répondre aux différents apprenants. Alors, Patrick nous demande si l'apprenant saura qualifier sa demande d'assistance. Est-ce que vous avez peut-être des expériences en la matière? Est-ce que vous avez déjà remarqué dans les contacts que vous avez avec vos apprenants si ceux-ci savaient précisément exprimer quel était leur besoin, quelle était leur demande d'aide? Ou au contraire, est-ce que ça nécessitait pour vous une investigation? Oui, Esther. Alors tu rebranches ton micro par contre, tu recliques dessus. Voilà. C'est fait, là? Ça fonctionne? Ouais, c'est bon. Alors, je demeure en désaccord avec Jacques, rapidement avant de répondre à la question de l'autre monsieur, parce que je crois que d'un point de vue logistique, dans une institution comme la TELUC, peut-être que dans un programme de master, c'est possible.
Mais dans une institution comme la TÉLUQ, où vous avez un grand nombre de professionnels et un grand nombre d'étudiants, la communication entre chaque tuteur va devenir extrêmement difficile. Ça multiplie les risques de malentendus. Et là, l'étudiant, en tout cas, je trouve que sur papier, ça va très bien, mais dans la réalité, selon mon expérience, oh Dieu que ça va être difficile. Maintenant, pour ce qui est de l'étudiant ou l'apprenant, ben, parfois il peut l'exprimer très clairement. Parfois, c'est moins clair et c'est là le travail du tuteur d'arriver à lui faire dire, à éclaircir ce qu'il a de la difficulté à exprimer. C'est sûr que un tuteur, comme un professeur, comme peut-être n'importe quel professionnel, n'a pas des forces égales dans tous les supports. Bon, là, je vois les supports des tuteurs cognitifs, socio-affectifs, institutionnels et métacognitifs. Bon. Alors, un va être plus fort sur un peu plus faible sur l'autre, et tout ça, ça ne sera pas étal. Et je ne suis pas certaine qu'avoir un tuteur pour chaque support va améliorer la qualité. Comment allez-vous juger qu'un tuteur que vous engagez va être vraiment un bon motivateur, alors que l'autre va être vraiment plus fort dans le socio-affectif, bon, tout ça. Alors, la réponse à la question du monsieur, c'est que certains étudiants arrivent à l'exprimer clairement et d'autres moins. Alors, quand c'est moins clair, c'est à nous de l'aider, à le dire plus clairement, à l'élucider pour lui-même et pour nous. Oui, alors moi je veux bien rebondir là-dessus, Esther. Peut-être que dans mon propos, j'ai pas été suffisamment clair. Il ne s'agit pas par la multiplication des profils de tuteurs, d'empêcher qu'il y ait pour l'apprenant un tuteur qui serait plus référent, on va dire. Hein. Et naturellement, en tous les cas, moi je le vois dans le cadre du master, il y a deux types de tuteurs référents. Il y a le tuteur pair, parce qu'il y a une proximité sociale, parce qu'il y a ce que Baudry a appelé une congruence cognitive, hein, c'est-à-dire que il n'y a pas de différence de statut, hein, je dirais aussi, entre les pairs. Donc ça peut faciliter une expression. Et puis l'autre tuteur qui est le plus souvent sollicité, c'est le tuteur court, parce que il est expert en fait de son cours. Et c'est vrai que les demandes ne sont pas toujours claires. Et c'est là où le tuteur a à investir à une sorte de démarche diagnostique et par le dialogue avec l'apprenant, que ce dialogue soit oral ou écrit, il lui faut arriver à faire formuler de manière beaucoup plus précise quelle est sa difficulté. Hein, à l'apprenant. Et donc ça, ce n'est pas parce que, et d'ailleurs quand je parle de profil de tuteur, moi je les relie pas forcément uniquement aux 4 plans qui sont stipulés ici. Quand je présentais les profils de tuteurs du master MFEG, que je parle d'un tuteur projet, il n'est pas spécialisé par rapport à un plan de support à l'apprentissage, il est spécialisé par rapport à un temps particulier dans le parcours d'apprentissage. Comme un tuteur court est spécialisé sur un module, un cours particulier du diplôme. Vous voyez, c'est voilà, grosso modo, c'était pour compléter. Alors, je vois que le temps passe, on va avancer dans nos questionnements parce qu'on a encore un certain nombre de questions. Vous savez qu'aujourd'hui, hein, contrairement à la Téléuniversité du Québec où les formations sont entièrement à distance, hein, il n'y a pas du tout de présentiel, et où effectivement les tuteurs sont amenés d'ailleurs à encadrer des nombres d'apprenants beaucoup plus importants que ce qu'on peut connaître en France dans nos formations à distance, puisque bon, je sais pas Esther, toi t'encadres combien de personnes actuellement? Tu remets ton Au micro. moment où on se parle, Oui, oui, je l'ai remis, je crois. oui, c'est bon, c'est bon. Au moment où on se parle, je crois que je suis à 175 étudiants, mais comme les inscriptions à la TÉLUQ sont continues, alors tous les jours, il peut s'en ajouter. Bien Alors, sûr. si on se parle après-demain, je peux en avoir 180. Mais je dirais que, règle générale, ça tourne autour de entre 175 et 190.
Oui, j'ai dialogué avec quelques tuteurs de la télé qui dépassaient parfois les 200, Oui, mais oui, ça voilà. c'est vraiment les gros, là. Moi, je suis pas parmi les plus, ce qu'on appelle les gros tuteurs. Je D'accord. serais une moyenne plus. C'est-à-dire Moyenne. que je m'en vais vers la grosseur. Je gagne du tour de taille, mais je suis pas encore une grosse tutrice. Ok. Alors, vous voyez que on parle de 200. Hein, bon, dans la plupart des dispositifs que moi j'ai pu observer dans notre milieu universitaire, hein, ou même en formation professionnelle, hein, euh, on est plutôt à quelques dizaines. Parfois, on monte à 40, 50. Mais encadrer 50 personnes et 200 personnes, c'est vrai que c'est pas du tout pareil et qu'il y a un niveau d'industrialisation de l'organisation du tutorat qui existe à la Téléuniversité du Québec, qui peut d'ailleurs être intéressant dans la perspective des MOOC. Hein. On aura l'occasion de reparler de ça dans une table ronde qu'on aura au mois de novembre. Eh bien, qui est quand même assez différente de la réalité. Hein. Donc la réalité de la TELUC et la réalité de nos universités sont assez différentes. Et donc, il y a peut-être là aussi une organisation du tutorat qui se révèle effectivement plus ou moins adaptée selon les contextes. Alors, aujourd'hui, on a de plus en plus, et là c'est pas le cas de la TELUC, mais on voit apparaître des dispositifs hybrides, c'est-à-dire où on mélange du présentiel et de la distance, synchrone ou asynchrone. Et puis on met aussi, et là je sais aussi que c'est assez marginalement le cas à la Téléuniversité du Québec, des activités collaboratives. Alors, est-ce que cette hybridation et puis cette promotion de la collaboration ne va pas finalement entraîner une modification du rôle du tuteur. On pourrait même se demander si finalement ces fonctions-là, tutorales, elles ne reviendraient pas finalement à l'enseignant traditionnel, je dirais, hein, celui qui fait le cours en présentiel, qui ensuite va avoir des interactions à distance avec les apprenants. Alors, peu importe d'ailleurs quel est le terme qu'on utilise, moi ce qui me semble important, c'est qu'il y ait des fonctions tutorales qui soient investies. Qu'elles soient investies par une personne qui a le titre de tuteur ou qu'elles soient investies par une personne qui a un autre titre, que ce soit un étudiant, un professeur, etc. Moi ce qui me semble important, c'est qu'elles soient investies. Mais est-ce que vous pensez les uns et les autres que l'hybridation et la collaboration vont changer la posture finalement du tuteur? Oh, je vois que ça vous laisse quoi? Non, il y a Patrick qui demande la parole. Je me dévoue pour lancer un peu le sujet, hein. Eh bien, Euh, je rappelle que je suis participant normalement. Oui, oui, sur cette question d'hybridation et tutorat, en fait, les fonctions, enfin les besoins sont toujours présents. mhm, Après, c'est en effet le mode d'échange qui éventuellement diffère. Au-delà de ça, les fonctions, elles sont, enfin les besoins des apprenants sont quasiment les mêmes. Donc pour moi, hormis la médiation ou le lien qui est avec le tuteur qui sera différent, je repense encore aux exemples qu'on a au niveau du campus force. Il y a des temps de regroupement qui sont donc assimilables à des présentiels pendant lesquels les apprenants qui jusque-là étaient uniquement à distance vis-à-vis des tuteurs voit et rencontre physiquement le tuteur. Donc là, il y a un échange qui se passe à un autre niveau, là plus social à la limite qu'il n'était avant à distance. Mais globalement, hormis la relation avec le tuteur qui va légèrement se modifier en présentiel, je vois pas trop d'autres modifications qui pourraient y avoir. ok. Merci Patrick. Peut-être Jean-Paul, tu pourrais nous parler, on a été ensemble tuteur dans un dispositif hybride hein, organisé par l'École supérieure de l'éducation nationale, qui forme les cadres hein, de l'éducation nationale, où on a donc encadré
des équipes académiques. Et donc là, tout était basé sur la collaboration au sein d'une équipe. Et on avait des temps de travail à distance, mais aussi on avait des regroupements présentiels. Est-ce que tu as senti, toi Jean-Paul, dans tes interventions à distance et en présentiel, des modifications de ta posture ou peut-être tout simplement de la représentation que les apprenants que tu avais en avaient de cette posture? En fait, je m'attendais à ce que tu poses la question. Oui, au sens où le présentiel modifie quand même la posture, parce qu'on se retrouve devant un homme et un individu qui a un statut dans la vraie vie. Et ça a posé parfois des problèmes de, allez, j'allais dire de légitimité, parce qu'au final, en étant tuteur, ça posait absolument pas de problème dans les espaces numériques. Et quand j'arrivais, je me retrouvais prof de lycée, ce que j'étais jusqu'à l'année dernière. Et du coup, le statut prévalait, enfin la représentation, le type de concours prévalait sur la compétence du tuteur. Et alors, c'était pas tout le monde, c'était marginal, mais certains n'ont plus vu le tuteur, celui qui intervient en ligne sur un savoir, mais bien une personne qui avait un statut, et bon, on va dire d'une certaine façon un statut inférieur au leur, et ce qui rendait parfois difficile le dialogue en se disant c'est pas très très normal d'être formé par quelqu'un qui a moins de diplômes, qui a et de ce point de vue-là, ça a pu créer, mais je dis bien de façon marginale, quelques tensions parce que l'enveloppe charnelle faisait revenir le social de façon assez forte. Mais disons, je suis assez d'accord avec Patrick dans l'ensemble. Le, le dispositif présentiel change quand même pas grand-chose. Mais enfin, j'ai pu voir j'ai pu avoir à traiter ce type de relation. Alors moi qui suis plutôt d'un naturel calme, j'ai dû, j'ai dû hausser de la voix. Donc comme ça m'arrive à peu près une fois tous les 10 ans, là je suis tranquille, je m'énerverai plus pendant 10 ans. Mais là, il y a eu de l'ordre du recadrage en disant, ben, cette fois c'est peut-être moi qui sais et pas vous. Voyez le tuteur et voyez pas celui qui est jamais que titulaire du CAPES. Voilà. Merci Jean-Paul. Jean-François, à toi la parole. Oui, donc moi en fait je voulais intervenir sur plus ce que l'on va faire que ce que j'ai pu faire ou ce qu'on a pu faire autour de moi, donc à l'université de Pau, puisqu'on envisage des dispositifs hybrides dans, dans une optique de qualité de l'enseignement, en y associant aussi la classe inversée, c'est-à-dire non pas ramener ou piloter plus d'étudiants à distance ou à l'étranger, mais bien faire évoluer la pédagogie grâce au numérique. Et je dirais pour répondre à la question, en fait, tout dépendra du pourcentage, entre guillemets, d'hybridation. Il est clair que si la partie distance est faible par rapport à la partie présence, la question ne se pose pas, ça sera bien le professeur qui va jouer le rôle de tuteur dans les moments où l'enseignement sera à distance. Maintenant, si la proportion est inversée, on peut se poser la question. En tout cas, nous, ce que l'on va faire à l'Université de Pau, dans ce chantier-là, c'est bien confier au professeur le rôle de tuteur, sauf si, bien sûr, il ne le souhaite pas ou s'il ne le peut pas, eu égard au volume de l'enseignement. Mais à la base, on lui confie le rôle de conception, bien sûr, en étant cadré et assisté par l'équipe TIS et par tout le monde nécessaire pour la rescénarisation de son cours en dispositif hybride. Sera envisagé le volume horaire d'hybridation, le pourcentage d'hybridation, et en fonction de ça, bien sûr, il lui sera proposé d'assurer le tutorat, puisque c'est quand même préférable, je pense, que la personne qui conçoit le cours et qui le dispense soit la même personne. Et puis après, bien entendu, ça peut être une autre personne si ça fait trop d'heures. Mais à la base, il est quand même souhaitable, il me semble, que les étudiants voient leur enseignant en présentiel et puissent continuer ce lien en distanciel et poser les questions quand ils reviennent en présentiel. Donc, voilà en tout cas ce que nous allons faire à l'Université de Pau sur les chantiers d'hybridation. Merci Jean-François. Patrick, vous vouliez reprendre la parole, je crois? Juste une petite réaction à chaud, parce que c'est vrai que
le récit de Jean-Paul est intéressant et je pense qu'on imagine bien hein, la réaction des apprenants et le fait qu'ils, quelque part, doivent se remettre en cause face à quelqu'un qu'ils estiment, entre guillemets, en savoir moins. Alors que finalement, zut, c'est le soir, hein, chacun a des connaissances et une expérience qui permet en fait d'apprendre. On apprend au contact de quiconque. Donc quelque part, le fait de mettre une étiquette, et c'est pour ça que sur le coup, quand Jean-Paul a dit que c'était quand ils l'ont vu qu'ils ont changé d'attitude. Pour moi, l'habit ne fait pas le moine. J'ai pas l'impression qu'en voyant Jean-Paul physiquement, c'est écrit sur son front sa fonction, enfin son statut. Donc pour moi, c'est pas tant le fait de le rencontrer physiquement que ma réaction va changer. C'est quand je vais apprendre éventuellement quel est son statut. Et ça, je pourrais l'apprendre à distance, finalement. Par contre, ce que dit Jean-François aussi, c'est intéressant, c'est est-ce que l'enseignant est prêt à s'appeler tuteur? Est-ce que ça gêne pas parfois? Est-ce que justement l'identité ou l'image que l'on colle à un tuteur est pas assez dégradée? C'est un sous-prof. Excusez du terme, hein, je gagne en raccourci, mais et du coup, est-ce que ça pose pas un problème? Est-ce que ce métier de tuteur, finalement, est-ce que certains ne sont pas prêts à endosser cette casquette par peur justement d'être classifiés, étiquetés sous-professeur? Enfin, je sais pas, c'est une réaction un peu... Bien sûr. Non, mais vous avez raison, Patrick. Il y a une crainte réelle auprès des enseignants français en tous les cas, parce qu'au Québec c'est un peu différent, parce que les statuts existent et il y a un statut de tuteur comme il y a un statut de professeur et le statut de tuteur est inscrit dans une convention collective. Les tuteurs sont organisés syndicalement. D'ailleurs, nous aurons la présidente du syndicat des tuteurs de la TELUC qui fera une conférence aussi. Donc là, effectivement, les choses sont beaucoup plus claires. Tous les enseignants avec qui j'ai pu échanger et qui ont investi des fonctions tutorales, au grand jamais ne voudront être appelés des tuteurs. Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de ce métier. Je crois qu'au début de votre propos, au tout début, hein, Patrick, vous avez parlé du manque de reconnaissance, hein, et qui est très lié effectivement à l'existence d'un statut ou pas. Alors, moi, je pense que par rapport à je dirais à ces différents aspects, les réalités que l'on peut connaître de part et d'autre de l'Atlantique sont très différentes. Euh, mais alors, vous avez dit aussi sous-prof, et c'est vrai que c'est la représentation qu'ont beaucoup d'enseignants de ce que c'est qu'un tuteur. Alors, moi j'ai la formule suivante que j'utilise souvent, donc peut-être certains l'ont déjà entendu. Je dis, bon, pour moi un tuteur à distance, c'est forcément, si c'est un bon tuteur à distance, c'est forcément quelqu'un qui pourrait faire un bon formateur en présentiel. Et puis, un bon formateur en présentiel, je pense que c'est quelqu'un qui peut tout à fait assurer des cours en amphi à l'université. Par contre, un universitaire ne ferait pas forcément un bon formateur, et tous les formateurs ne font pas des bons tuteurs. Donc pour moi, au contraire, le tuteur, il y a une exigence de compétence qui est bien plus élevée, mais qui, bien évidemment, par le terme même de tuteur, n'existe pas, enfin n'est pas reconnu en tant que tel. Alors on va passer à la... Oui, c'est Jean-Paul qui voulait prendre la parole ou Esther? Jean-Paul, ok, vas-y. Esther. Oui, alors une petite remarque anecdotique, très rapide. À la TELUC, la plupart des tuteurs remarquent que leurs étudiants les croient professeurs, parce que nous sommes les seuls êtres humains avec qui ils ont un contact régulier et fréquent. Alors, très souvent, dans une majorité de cas, ils vont nous écrire en disant bonjour professeur ou monsieur le professeur. Et si on corrige, ça ne sert à rien. Ils reviennent pour nous. Alors, c'est vraiment l'inverse de la France.
On n'est pas professeur, mais ils nous assimilent Oui, en oui. professeurs. Oui, puis il y a un autre contexte, justement pendant la grande grève des tuteurs de la TELUC, il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, il avait été mis en exergue par le syndicat que le niveau de formation initiale des tuteurs à distance était plus élevé que celui des chargés de cours. Et donc, bon, là pour rebondir aussi sur ce que disait Jean-Paul par rapport aux représentations que certains apprenants peuvent avoir du niveau des tuteurs. Alors, bien sûr, on le sait tous, hein, la motivation des apprenants à distance est très importante, hein. Bon, je dirais comme celle de tous les apprenants, mais peut-être plus particulièrement à distance parce que il faut persévérer, il faut lutter contre l'éventuel isolement, etc. Et moi, j'aimerais savoir si vous avez développé des pratiques particulières pour impliquer l'apprenant à distance plus avant dans sa formation et pour favoriser aussi le maintien de sa motivation à un haut niveau. Alors, qui voudrait commencer à répondre? Peut-être, je pensais à une praticienne. Suivez mon regard. Tu rebranches ton micro et puis ça va être bon. Ouais, Voilà, c'est ouais, ça, il c'est est bon. remarqué. Alors, je dois dire que c'est très difficile. Je pense que plusieurs tuteurs ont développé des trucs qu'on s'échange entre nous pour aider les étudiants à demeurer motivés, mais c'est pas, on connaît pas toujours très bien nos étudiants, c'est ça que je veux dire. Tu sais. Et d'où est-ce qu'ils viennent, quel a été leur parcours, on essaie d'en savoir le plus possible, mais et il y a aussi, non seulement on n'en sait pas toujours énormément, mais en plus, c'est qu'ils peuvent être très différents. Comme là, j'ai une étudiante qui vient de s'inscrire, elle va passer du secondaire, ce qu'on appelle ici le secondaire, qui sera un peu le lycée en France, à l'université. Elle ne veut pas passer par l'étape intermédiaire qui est le collège. Bon, au Québec. Comment alors motiver cette personne-là va demander une stratégie différente que de motiver un étudiant qui est déjà à l'université, Bishop ou Sherbrooke, Université au Québec, et qui prend un cours à distance pour compléter, mettons, son baccalauréat, le bachelor. Alors, ça demande vraiment, je dirais pas une approche individualiste, mais ça va à moitié à la connaissance, je dirais, et à moitié à l'intuition. Tant il y a de variables qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas et sur lesquelles on a une influence ou qu'on n'en a pas. Tu sais, c'est une Oui, bien étudiante qui est sûr. mariée, qui a 3 enfants, un nouvel emploi, un mari. Visiblement, j'ai beau essayer de l'aider à devenir motivée, les 3 quarts du temps, ce qui va arriver, c'est que c'est trop. C'est trop. Elle n'arrive pas à tout faire. Et la première chose qu'elle va laisser tomber, ça va être le cours à la télé, qu'elle ne peut pas laisser tomber l'emploi, elle ne peut pas laisser tomber les enfants, elle ne peut pas laisser tomber. Voilà. Bon. Alors oui, on pourrait, comme soulignait Patrick, enfin un petit échange entre Patrick et Jean-François dans le chat, est-ce qu'il n'y a pas un livre de recettes tutorales, quoi, hein? Bon, alors je pense qu'il reste à écrire. Encore que, je dirais que on a pu collationner, hein, au cours de ces 10 ans de TAD pas mal de témoignages de pratiques de tuteurs et bon, qui ont donné lieu soit à des billets de blog, soit même il y a un numéro de la revue tutorale, je crois que c'est le numéro 6, qui rassemble de nombreux témoignages très pratico-pratiques, hein, de la part de 6 ou 7 tuteurs. Par rapport à ce sujet, moi je veux bien dire un mot. Euh, j'ai remarqué une grande différence dans le maintien de la motivation des apprenants à distance que j'encadre entre ceux qui ont réussi à formuler quels étaient leurs objectifs personnels de formation et ceux qui en sont restés à la formulation des objectifs académiques tels qu'ils ont été formulés par les institutions. Et je crois que si et ça rejoint un peu ce que disait Esther, on a besoin d'en savoir plus sur nos apprenants. Et donc engager le dialogue avec les apprenants sur quels sont leurs objectifs personnels de formation, c'est un levier d'action et d'intervention tutorale
lorsque on sent les apprenants en question eh bien, lâcher progressivement, voire être tentés par l'abandon, quoi, vous voyez, où là on va pouvoir rediscuter avec eux, eh bien, non pas de la carotte et du bâton, hein, de la carotte, le diplôme, ou le bâton, si tu rends pas ton travail, tu n'auras pas ton diplôme, voilà, hein, mais plutôt de faire référence à leurs objectifs personnels, à leurs intérêts propres, aux ressorts qui sont les leurs, ceux qui les ont fait mettre en action et à s'inscrire à la formation. J'avance un petit peu vite parce que je vois qu'il est déjà -5 et il nous reste encore 2 questions. Alors, il y en a une qui est plus relative aux activités collaboratives. Et notamment, là aussi, est-ce que certains, vous pouvez témoigner de pratiques que vous avez pu mettre en œuvre pour eh bien, créer une dynamique de groupe au sein de vos apprenants à distance pour les aider finalement à collaborer. Euh, Là aussi, des différences entre le Québec et la France, hein. On sait que en France, la collaboration, c'est pas vraiment inné. Je dis pas qu'elle est innée au Québec, mais en tous les cas, vous avez des pratiques dans votre système scolaire dès les plus petites classes qui favorisent beaucoup plus la collaboration que ce n'est le cas chez nous. Et donc, bah voilà, si les uns ou les autres, vous avez des témoignages à apporter sur des choses que vous auriez pratiquées pour favoriser la collaboration. Oui, Jean-Paul? Alors c'était dans mon ancien métier de prof du secondaire. Bon, c'était plutôt une formation hybride. J'instillais de la collaboration en ligne et moi j'avais trouvé pour faire chuter le nombre de fautes. J'interrogeais chaque étudiant en demandant est-ce que vous êtes bonne, j'avais plutôt que des filles en orthographe. Elle me disait non, moi je suis très très nul, l'orthographe je fais que des fautes, et puis le fameux c'est depuis tout petit, comme s'il y avait une génétique de la faute d'orthographe. Et j'avais développé des travaux en utilisant TypePad, je crois, un système de collaboration en ligne, et c'était assez surprenant. Alors, ça n'a pas une force de recherche scientifique, c'est simplement un constat auprès de mes étudiants, mais quand je les faisais collaborer ensemble, j'avais pas de faute dans les travaux. Parce que la même personne qui se déclarait être nulle en orthographe était capable d'identifier la faute chez l'autre et inversement. Et j'avais Mhm. individuellement des travaux truffés de fautes et collectivement des travaux très très propres, syntaxiquement corrects et sans faute d'orthographe. Ça, c'était assez impressionnant et j'ai trouvé que ce travail de collaboration, alors qui n'était pas fait en classe, hein, qui était fait à distance et qui était fait à la maison, permettait de lutter contre une représentation négative des étudiants qui consistait à dire je suis nul en orthographe, ça a toujours été comme ça, il n'y a aucune raison que je fasse des efforts. Eh bien, le travail en ligne collaboratif, c'était particulièrement époustouflant. Et puis, les élèves avaient une image renouvelée d'elle en disant ben, au final, je ne suis pas aussi nul que je le pensais. Et c'est les inciter à soigner la présentation des travaux. Et ça, j'ai renouvelé l'expérience chaque année avec la même démarche. Est-ce que vous êtes bon? La réponse était non. Travailler ensemble et le résultat était très très positif. Moi, Oui, ça m'a conforté dans l'idée que le collaboratif est plein de vertus. Alors, puisque Patrick Lemaire est au Campus Force, moi j'invite à lire le livre sous la direction de Jacques Ouellette sur l'expérience du Campus Force, où il y a une très très bonne définition de ce qu'est le coopératif, le collaboratif et l'intelligence collective, et c'est écrit par Hélène Godinet. tout à fait, très belle référence. Patrick, justement, vous vouliez prendre la parole. Oui, juste pour rebondir, parce que c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas été tuteur, mais je suis responsable pédagogique d'un diplôme universitaire, et à ce titre-là, sans avoir la casquette officielle de tuteur, Mhm. je joue ce rôle finalement, et ça m'évoque, là, le cas évoqué par Jean-Paul, me rappelle que j'ai tendance, moi, quand le niveau retombe, enfin le niveau,
pas le niveau, au contraire, la participation s'essouffle un peu parce qu'on est dans un creux d'activité, etc. Ou qu'au contraire, je sens qu'il faut renclencher un peu la vitesse. Je propose des petits jeux, mais des jeux qui sont un petit peu quand même en rapport avec le sujet, mais des espèces de serious game amoindris, des énigmes en fait. Et par le biais du forum, au final, je les raccroche en leur posant une petite question qui semble au départ un petit peu anodine et qui me permet au contraire de relancer sur des notions un peu plus pointues et qui cadrent avec l'activité qui est en cours. Donc c'est un petit peu sur cette idée là de raccrocher par le biais d'un petit jeu. Des fois, je leur demande juste de me définir un terme et je leur demande de me le définir en un seul mot ou en un seul verbe. Et du coup, ils sont obligés de synthétiser, de creuser, de corriger en tout cas les propositions de l'un ou de l'autre parce qu'ils la trouvent pas assez précise. Et au final, ça les titille parce que même si ils étaient un petit peu en perte de motivation, quand ils voient les autres échanger et qu'ils peuvent échanger très rapidement en proposant juste un mot ou quelque chose, ils se raccrochent un peu au dispositif en reprenant un petit peu de confiance. Parce que je pense que c'est un petit peu le sens de l'anecdote de Jean-Paul, c'est qu'il faut qu'ils reprennent confiance pour reprendre de la motivation. Oui, tout à fait. Alors, bon, France Henry, hein, qui est une des marraines hein, des 10 ans de TAD, avait écrit avec Karine Lundgren-Querol il y a peut-être une dizaine d'années, un ouvrage qui s'appelait L'apprentissage collaboratif à distance, qui est aujourd'hui accessible gratuitement en ligne. Et elle identifiait plusieurs phases dans la collaboration. Et elle nous disait bien que la collaboration, c'est quelque chose qui doit s'installer. Et moi, je dois dire que dans mes pratiques, j'attache une grande importance à la constitution de l'équipe et à la détermination par l'équipe de son mode de fonctionnement collaboratif. Et ça passe par des choses aussi simples que de choisir une identité visuelle, de trouver un logo, un nom, euh, finalement de favoriser le sentiment d'appartenance déjà à ce sous-groupe, hein, dans le grand groupe de la promotion. Euh, et puis, il y a quelque chose qui est très important à mon sens, c'est de définir les règles de fonctionnement et en particulier la manière dont les décisions, parce que quand on collabore, on est amené à prendre des décisions, hein, et bien comment les décisions vont être prises. Je dois vous dire qu'à chaque fois que j'incite les groupes d'apprenants à faire ce travail-là, eh bien, la séance d'après, je n'ai plus un grand groupe, j'ai 5 ou 6 petits groupes qui revendiquent leur nom, qui revendiquent leur identité, où il y a déjà les prémices d'une cohésion. Voyez. Et la cohésion étant là aussi la prémisse de la productivité. Hein. S'il n'y a pas de cohésion, il n'y aura pas de productivité au sein de l'équipe collaborative. Alors, pour finir cette table ronde, moi les outils, je les aborde toujours à la fin. Hein, ça me semble toujours devoir être subordonné, mais c'est vrai qu'on est amené à utiliser de nombreux outils de communication hein, dans le cadre de nos relations tutorales. Alors moi j'aimerais savoir si vous avez des préférences hein, dans vos pratiques et si il y a des usages pédagogiques bon, liés aux interventions tutorales que vous auriez repérées pour tel ou tel outil. Qui veut prendre la parole sur les outils? Ça serait bien la première fois que les outils laissent tout le monde quoi? Non, non, il y a Jean-Paul, je crois, le premier, puis après Esther et Jean-François. Voilà. Jean-Paul, à toi la parole. Bon, alors, j'en isolerai un parmi tant d'autres, parce que j'ai pas spécialement de chapelle en ce domaine, mais j'ai beaucoup travaillé sur les blogs et je trouve, et notamment le blog WordPress, je trouve que c'est un outil extrêmement complet, parce on peut instrumenter à peu près toutes ces envies pédagogiques, soit qu'on veuille faire coopérer, collaborer les étudiants, et moi, mes étudiants de DSA, je les ai collaborés, je leur faisais faire un projet de création d'entreprise en commun et ça permettait d'élaborer à distance ces projets de création et on pouvait intégrer à la fois
du chat, on pouvait mettre des commentaires, on pouvait agir en synchrone, en asynchrone. Et au final, sur la base d'un objet basique, qui n'est pas forcément à vocation pédagogique, et en le bricolant, on peut monter des processus extrêmement complexes. À la fois parce que chaque étudiant a son blog, mais chaque étudiant peut aller collaborer sur le blog de l'autre. Alors, à la fois, ça le contraint à utiliser un ensemble de compétences sociales, de compétences techniques, de compétences de collaboration. Enfin, on peut vraiment, si on a bien scénarisé son travail, bâtir un projet d'une rare complexité avec un outil qui a priori, est extrêmement basique. Très bien, Esther? Très bien, Esther. Je dirais que Jean-Paul, ton l'outil que micro, s'il te plaît. S'il te plaît. je m'entends, oui, c'est ça. On oublie Merci. les micros, c'est ça, Oui, oui, c'est vraiment un oubli, c'est pas. Alors, je dirais que l'outil que j'utilise de loin le plus souvent, c'est le email, le courriel. C'est rapide, c'est clair, les étudiants, et c'est très important pour les étudiants, du moins de mon expérience à la TELUC, de recevoir des réponses rapides. Il y a eu une étude du professeur Pierre Gagné qui montrait que rien ne donne plus le sentiment à un étudiant qu'on s'occupe de lui que d'avoir une réponse rapide à ses questions. Pour quelque raison que ce soit, c'est l'impression qui est forte et c'est l'impression qu'ils vont avoir qu'on s'occupe d'eux. Je n'utilise pas de blog ni de ces choses-là, pas de page Facebook. Il y a des étudiants qui m'ont demandé de devenir ami Facebook. J'ai refusé parce que je voulais maintenir quand même une certaine distance. On a des relations de nature professionnelle et je voulais pas que ça déborde. L'autre outil qui peut s'avérer vraiment des fois important, c'est le bon vieux téléphone. Il y a vraiment des étudiants, des fois, s'il y a une partie de la matière qui est plus difficile à expliquer, ou l'étudiant a plus de misère à dire ce qu'il ne comprend pas, par téléphone, ça se fait beaucoup mieux. Il y a aussi des étudiants qui veulent à tout prix parler à leur tuteur en début de session. Ils veulent avoir une impression de la personnalité du tuteur. Est-ce que quel genre de personne elle va leur apparaître être? Ce qui, bien que je mette une photo de moi à la fin de chacun de mes courriels, j'ai ma signature professionnelle, il y a une photo. Donc, ils ont déjà une idée de mon apparence physique. Pas plusieurs, mais un certain nombre vont vraiment vouloir avoir un contact personnalisé par téléphone. Voilà. Avant de te passer la parole, Jean-François, je voulais rebondir sur ce que venait dire Esther, et notamment par rapport à la rapidité de la réponse, hein. Moi-même, j'ai eu l'occasion de faire une petite enquête auprès de deux promotions d'étudiants, c'est-à-dire comment ils ressentaient ce que j'appelle les interventions réactives quasi instantanées. C'est-à-dire que suite à un envoi de mail de leur part, je leur répondais dans un délai inférieur à 1 heure. Et parfois, c'était quelques minutes après. Et donc, les résultats étaient intéressants. C'est-à-dire que je confirme ce que a fait ressortir aussi Pierre, hein, c'est qu'effectivement, les étudiants, d'abord, sont surpris quand même, et ensuite, ça nourrit chez eux le sentiment que le tuteur est vraiment présent, qu'il les prend en compte et qu'il est digne de confiance finalement. Euh, Par contre, il y a quelques petits effets induits. C'est que plus on va répondre rapidement, plus on va générer finalement de nouvelles sollicitations. Et ça, c'est très net. Enfin, dans mon enquête, ça apparaissait très nettement. C'est-à-dire que parce que j'avais répondu rapidement, les apprenants se disaient, bah, je peux le solliciter, quoi. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent me solliciter, mais je peux le solliciter encore plus que je ne le pensais, hein. C'est ce que se disent les apprenants à ce moment-là. Et à ce moment-là, il peut aussi se passer un autre phénomène, c'est que on crée un lien de dépendance entre nous et l'apprenant. C'est-à-dire que l'apprenant se sente finalement non plus autonome, mais dépendant de l'apprenant, du tuteur, pardon. Et ça, c'est vraiment pas l'objectif que doit viser un tuteur. Et donc, il y a là une difficulté particulière
Et je crois que tout simplement, elle se règle assez facilement. C'est que un tuteur ne peut pas répondre de manière continue, de manière quasi instantanée. Et donc, de temps en temps, il répond rapidement, de temps en temps, il va répondre beaucoup moins rapidement. Et pour répondre rapidement, pour moi, le meilleur outil, c'est celui qui utilise l'apprenant. Pour peu que je le maîtrise, bien sûr. Et contrairement à toi, Esther, moi, je suis en contact dans des réseaux sociaux avec mes étudiants. Ça ne me gêne nullement. S'ils préfèrent utiliser une messagerie instantanée pour communiquer avec moi et que je suis disponible au moment où ils me sollicitent et que voilà, ça ne me gêne pas. Mais donc pour moi, je dirais quand même que le meilleur outil que peut avoir le tuteur, c'est celui qui a la préférence de l'apprenant, pour communiquer avec l'apprenant, hein, bien évidemment. Jean-François. Oui, moi je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire et je procède de même dans la communication avec mes étudiants. C'est-à-dire que j'utilise toute une panoplie d'outils et de réseaux sociaux. Il y en a certains qui vont me solliciter via Facebook Messenger, d'autres en publiant des messages dans LinkedIn. Enfin, ça passe vraiment par tous les canaux, c'est assez marrant. Voire même des anciens étudiants parfois qui reprennent contact à travers à peu près n'importe quel média social. Bien sûr le mail qui est fortement utilisé. Bon, cela dit, en dehors des outils de communication, en ce qui concerne le travail, moi je fais beaucoup utiliser les outils de co-rédaction ou de rédaction collaborative. Donc Patrick Lemaire évoquait Etherpad, qui est pour moi un bon outil, j'aime bien. Ouais. Et sinon j'utilise beaucoup plus les Google Docs en fait. Je trouve que c'est de très bons outils. Donc aussi bien la version de traitement de texte pour faire coélaborer des listes, des textes, enfin des synthèses, on va dire, de travaux, que des documents Excel, enfin de type Excel, des tableurs donc collaboratifs dans lesquels en fait ils vont mettre leur progression ou leur progression par rapport au groupe. Donc un ensemble de résultats pour les motiver à voir leur progression et en fait faire des statistiques par eux-mêmes. Donc quelque part analyser leur travail dans un contexte de groupe. Bon, c'est un des usages, mais bon, c'est des outils que j'aime bien utiliser dans un contexte pédagogique. Donc la co-rédaction sur des documents électroniques. Ok. Patrick, je vous passe la parole et puis après, je la donnerai, parce qu'on a déjà un peu débordé l'heure, je la donnerai à Catherine qui a scruté le chat, qui a regardé le fil Twitter. Il y a peut-être des questions qui nous ont échappé hein, dans le flux du chat et on pourra revenir dessus. Donc, Patrick, c'est à vous. Oui, en plus moi je vais devoir y aller, donc je voulais reprendre justement tous les outils parallèles à la formation et qui perdurent généralement après la formation. Nous on les incite plutôt à développer leur propre environnement personnel d'apprentissage, donc vraiment à commencer à s'initier, parce que beaucoup ignorent l'intérêt ou la plus-value d'un Twitter en dehors de la formation, ou en tout cas développer tout un tas en effet de blogs ou de portfolios. Donc c'est quelque chose que généralement ils découvrent un peu avec une certaine appréhension, voire une certaine confusion avec l'image peut-être un peu d'outils d'adolescent que Twitter pourrait avoir. Et puis c'est un outil qui est quand même relativement médiatisé, donc on a l'impression que c'est un petit peu n'importe quoi quand on ne connaît pas. Et finalement, quand ils expérimentent, alors du coup, on leur force la main, c'est ce que je mettais tout à l'heure dans le chat, en faisant référence à ce que Jean-Paul disait, on force un peu la main au début, parce que on a beau leur parler ou leur vanter les mérites d'un outil, tant qu'ils ne l'ont pas vécu, qu'ils n'ont pas expérimenté, arpenté la route, c'est ce que je mettais, ils ne peuvent pas mesurer ce que ça peut leur retirer comme bénéfice. Généralement, ils y voient plutôt une contrainte, c'est-à-dire que quand on leur somme une liste d'outils, généralement, ils se disent « Ah zut, il va falloir que je me forme à un outil », donc c'est pour ça aussi qu'Esther parlait du mail, parce que le mail, ils maîtrisent, ils connaissent déjà depuis longtemps, donc du coup, c'est pas une technologie insurmontable pour eux, ils connaissent déjà les contours du mail, ils voient à peu près à quoi ils s'engagent quand ils communiquent par mail, alors que leur demander de créer un compte Twitter, une page Facebook, oh là là, dans quoi je vais mettre le doigt, combien de temps ça va me prendre, est-ce que je vais vraiment en retirer quelque chose?
Et justement, creuser un petit peu la plus-value qu'ils peuvent avoir au travers de l'environnement personnel d'apprentissage, c'est quelque chose, à la fin, ils nous disent merci, parce que ils ne pensaient pas récupérer, enfin, avoir vraiment du bénéfice par rapport au temps qu'ils investissent initialement. Ça, c'est quelque chose qui est généralement vécu positivement, en tout cas dans nos formations. Merci Patrick. Alors, Catherine, est-ce que tu peux réactiver ton micro et nous dire si tu as relevé des questions qui seraient restées sans réponse de notre part, que ce soit sur le chat ou le fil Twitter? Alors, sur le chat, il y a une question qui a été énoncée au tout début par Patrick Lemaire qui souhaitait connaître le nombre d'inscrits pour la conférence, pour les conférences de façon plus générale, donc un petit peu en marge de la thématique. Oui. Et Ah au ben, je cœur de réponds la très thématique, rapidement. il posait la question de savoir, oui, Oui, je réponds très rapidement. On limite à 60 inscriptions hein, pour chaque conférence. Les conférences, il y en a beaucoup qui ont fait le plein, d'autres ça se situe aux alentours de la quarantaine d'inscrits. Et donc, vous voyez, par exemple, ce soir, il y avait 60 inscrits et nous avons été au plus fort 24, je crois, ou 25. Voilà. Et alors sur le contenu? alors sur le contenu, c'était quel pouvait être, enfin, de savoir si on assimilait un tuteur à un médiateur. C'est sa question. Oh, ben, Est-ce que je le dirais que tuteur dans pouvait être certains cas, médiateur? alors je dirais que dans certains cas, ça peut être cela. Alors souvent, moi j'ai utilisé le terme d'interface. Le tuteur est l'interface entre l'apprenant et l'institution. Comme l'a dit Esther tout à l'heure, c'est la seule personne humaine réellement, enfin surtout dans les dispositifs à distance, avec qui l'apprenant est en contact. Donc effectivement, le tuteur peut être investi d'une sorte de rôle de médiateur entre lui et l'institution. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, cela, hein, où par rapport à des règles énoncées par l'institution, eh bien, j'ai des sollicitations d'apprenants qui me demandent si elles ne peuvent pas être assouplies, quoi, hein. Par exemple, date de remise de travaux, hein, c'est très fréquent, hein. Oui, je te vois sourire, Esther. Oui, c'est assez fréquent. Alors, mais aussi médiateur, je dirais, notamment dans le cadre de des activités collaboratives. Euh, il m'est arrivé d'avoir des groupes d'apprenants qui devaient travailler ensemble de manière collaborative pendant plusieurs mois. Et puis, ils s'étaient constitués par affinité. Et notamment, une fois, il y avait un jeune couple qui était dans la même équipe. Et à 20 ans, si vous voulez, les histoires d'amour durent souvent moins longtemps que la durée d'un projet de plusieurs mois. Et ce couple a explosé durant le parcours de formation et ça a eu un effet explosif sur le groupe et sur l'unité du groupe. Et il était absolument impossible de reconstituer des groupes. Et donc, il y avait le camp qui était pour le garçon, le camp pour la fille. Et là, je peux vous dire que oui, il faut développer des trésors de qualité, de capacité à la médiation, voire la diplomatie, hein, à la négociation, à savoir résoudre le conflit par la négociation. Oui, ce sont des compétences que le tuteur doit mettre en œuvre parfois et qui lui font bien mériter le titre de médiateur. Voilà, il n'y avait pas d'autres questions, je crois, mais moi j'en avais noté une. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui a demandé où on pouvait retrouver les enregistrements des conférences. Alors tout simplement sur le site des 10 ans de TAD, hein, et puis sur la chaîne YouTube de TAD aussi. Alors pour finir cette rencontre, on a Alors, déjà pas mal débordé.
Patrick nous a dit dans la dernière question, hein, que ce qui était important de faire, c'était de faire pratiquer les apprenants, leur faire pratiquer les outils. Alors je ne sais pas si on a tenu réellement l'ambition de décrire complètement les compétences, les rôles des tuteurs à distance, mais je dirais à chacun, à chacune, qu'il faut peut-être tout simplement vous y lancer et que vous découvrirez alors de manière encore plus complète les compétences qui sont nécessaires de mettre en œuvre. De manière moins anecdotique, hein, il y aura une autre conférence au mois de novembre qui sera donnée par Béatrice Poudelco. Béatrice Poudelco est une professeure de la Télé-Université du Québec et elle a eu une excellente initiative puisqu'elle a décidé, avec la collaboration de plusieurs tuteurs, Esther, je crois que tu es dans le coup, hein, de réaliser un référentiel des compétences des tuteurs à distance. Et donc, elle nous présentera le résultat de ses travaux durant cette conférence. Je vous remercie pour votre participation à chacune et chacun. Et je vous invite donc à quitter maintenant la classe virtuelle. Et je vous dis à mardi prochain, nous avons une prochaine conférence dont j'ai oublié le thème, mais je vais vous redire ça instantanément. Nous serons donc le 15 et c'est Margarida Romero qui est une d'origine espagnole qui aujourd'hui travaille à l'université Laval au Québec et qui va donner une conférence sur les temps du tutorat à distance. Margarida Romero est une pionnière de TAD, puisqu'elle a été parmi les premières à s'intéresser, à nous rejoindre en 2003. Mais elle est plus connue et c'est bien plus mérité pour l'excellente thèse qu'elle a consacrée justement au temps en formation à distance. Je vous remercie encore pour votre participation. Merci Patrick hein, de vous être proposé volontaire et de nous aider à animer cette table ronde. Et j'excuse encore une nouvelle fois Nathalie Deschriver pour l'imprévu qui l'a obligée à ne, enfin, qui a fait qu'elle n'a pas pu être avec nous. Bonne soirée. Ah oui, non, Bonne j'ai soirée à oublié de dire tous. quelque Au revoir. chose. Ah, mais et je le redis quand même parce que ce serait vraiment un peu grossier de ma part. Je tiens à remercier, j'aurais dû le faire dès le début, notre partenaire Classilio Via qui nous a mis à disposition gracieusement cette classe virtuelle. Et si certains d'entre vous sont intéressés à avoir des informations sur cette solution technique, ils peuvent m'écrire ou écrire à TAD tout simplement et nous le mettrons en contact avec Classilio. Encore une fois, très bonne soirée.